Bonjour, merci beaucoup. Donc, je suis très heureux d'intervenir à ce Energy Meeting pour vous parler de la surélévation. Bon, c'est un sujet qui me passionne depuis, on va dire, un certain nombre d'années. Donc moi, je suis architecte de formation. J'ai créé une agence d'architecture il y a une quinzaine d'années qui s'appelle Zoom Factor Architect, avec une spécialisation vraiment dans le logement à la fois en zone tendue, principalement sur deux grandes zones, bon, la région parisienne bien sûr, et la région Rhône-Alpes, construction neuve et réhabilitation. Le grand sujet de la surélévation, il nous est apparu grâce à ce projet. Ce projet, il a été assez publié, maintenant il est assez connu, il a été livré en 2015. C'est un projet de surélévation qui est situé dans le 14e arrondissement de Paris, rue de la Sablière. La petite anecdote, c'est que c'était juste en face mon premier bureau d'archi. J'avais le nez dessus, devant cette dent creuse, et je me suis dit, c'est pas possible qu'il n'existe pas quelque chose pour faire ça, pour améliorer, en tous les cas pour essayer de développer ces espaces inexploités. Et on a réussi, malgré tout, au bout de 10 ans, à faire ce projet. Pourquoi on met 10 ans à faire un projet de surélévation ? Principalement parce que c'est extrêmement complexe, ça nécessite un savoir-faire, bien sûr, d'architecte, mais pas que. Ça nécessite de l'ingénierie, structure du bâtiment, ça nécessite de la médiation, on va dire, du développement, et puis aussi un certain équilibre économique. L'enjeu de ça, c'est à la suite de la réalisation de ce premier projet qu'on a créé UpFactor, en essayant de se servir de tout ce qu'on avait eu comme expérience pendant ces 10 années de recherche, j'ose dire de galère, en tant qu'architecte pour faire de la surélévation. Et on a décidé de créer, on va dire, une société spécialisée qui s'appelle UpFactor, avec l'architecture bien sûr, mais aussi l'ingénierie du bâtiment, notamment l'ingénierie structure, avec deux ingénieurs architectes ESTP, mais surtout le développement d'une technologie digitale, d'un outil informatique qui nous permet de détecter de manière très rapide les potentiels de surélévation des bâtiments existants. On aura l'occasion d'en reparler, je vous montrerai une petite démo tout à l'heure. L'enjeu de ça, c'était de faciliter les études de faisabilité et de pouvoir se concentrer sur les potentiels réels et pas d'analyser toutes les adresses possibles. Bien sûr, en complément, expertise juridique, expertise financière, et tout ça nous a conduit à développer un espèce d'écosystème dans lequel on regroupe tout un tas de gens qui nous aident au quotidien pour mener ces projets. Et c'est ce qui nous avait manqué, on va dire, dans les 10 années de réalisation du premier projet. En premier lieu, MECD, c'est Matériaux et Construction Durable. C'est en fait une association qui regroupe les filières professionnelles et notamment les centres techniques du bâtiment. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on fait face à des typologies de bâtiments qui ont des configurations multiples, et en s'appuyant sur la FCBA pour le bois, pour CTICM pour l'acier, le CERI pour le béton et le CTMNC pour les matériaux naturels et briques, on est capable de proposer des solutions constructives qui permettent de s'adapter aux bâtiments existants. Un géomètre, bien sûr, technique topo, un bureau d'études de sol, parce que quand on fait une descente de charge sur un bâtiment existant, c'est quand même mieux de savoir ce qu'il y a dessous. Un bureau d'études ascenseur, Ascodit, et un cabinet d'avocats très connu, le cabinet Surflux Le Batteux, qui nous aide notamment dans toutes les problématiques de copropriété, on en reparlera. Les premiers clients à nous avoir fait confiance, c'est un grand bailleur social, une filiale de CDC Habitat, c'est Efidis, porté par Jean-Alain Stanfeld et Sylvie Hainaut, à la direction du patrimoine. On a analysé leurs 186 bâtiments parisiens. Et là, un petit peu stupeur, c'est que sur les 186, 28 sont immédiatement surélevables. C'est un taux assez incroyable, au moment où bailleurs sociaux ont de plus en plus de mal à trouver, on va dire, des opportunités pour réaliser du logement, et surtout où ça coûte de plus en plus cher. Et ça donne des projets comme celui-ci. On est rue du Ranty, dans le 11e arrondissement, et sur un site comme celui-ci, c'est 4000 m² qui sont éligibles, et surtout 63 nouveaux logements. Et ça, c'est vraiment un enjeu assez incroyable, c'est que grâce à notre outil informatique, on a été capable, en très peu de temps, d'ingérer quelque part la liste de patrimoine de notre client et de lui offrir un diagnostic très rapide sur dire
voilà, les projets prioritaires, c'est ces 28. Et sur ces 28, on les a croisés avec ce qu'on appelle le plan stratégique de patrimoine, c'est-à-dire les travaux à venir dans les 5 prochaines années. Et ils ont choisi d'identifier 6 projets qui représentent 11 500 mètres carrés dans Paris intramuros, soit 184 nouveaux logements sans achat de foncier. C'est assez stupéfiant, et c'est qu'un seul bailleur, c'est qu'une seule filiale du groupe CDC Habitat. Et là, on se dit, bon, bah, il y a sans doute quelque chose, et il y a vraiment une opportunité, en tous les cas, pour ces grands acteurs, de redéfinir, en tous les cas, de revisiter leur patrimoine en vue de redévelopper des sites qu'ils ont déjà construits. Cette première démonstration, finalement, s'illustre également dans le travail qu'on mène pour Covea. C'est donc les grandes foncières et les grands propriétaires, notamment liés à, on va dire, dans le monde de l'assurance. Ces gens-là, ils sont dans une stratégie un peu différente où ils ont besoin, on va dire, de développer leur patrimoine. Et en même temps, bah, ils ont un peu un patrimoine qui dort. C'est-à-dire qu'ils ont construit énormément, ils ont un certain nombre de bâtiments. De la même façon, on a analysé en test 25 immeubles de ce propriétaire et on a notamment trouvé celui-ci. Alors celui-ci, il n'est pas si évident. C'est-à-dire qu'au départ, il est au maximum des gabarits constructibles de la ville de Paris. Par contre, il est accolé à un bâtiment qui est 2 étages plus haut. Donc, on a mis en exergue cet élément-là et on a été capable d'aller proposer, on va dire, à la municipalité de lancer une dérogation type loi Duflot pour construire en adossement de pignons. Et donc là, on crée 4 nouveaux logements et en compensation de la création de ces mètres carrés en adossement, il y a toujours la petite clause qui, je pense, vous connaissez pour certains, qui est celle de la mixité sociale. Covea s'engage à mettre en usufruit locatif tout le premier étage à un bailleur social pendant une durée de 20 ans. Encore une fois, c'est essayer d'exploiter l'ensemble des stratégies et des possibilités qui sont les nôtres pour développer, créer du logement, en tous les cas, en zone tendue. Enfin, la troisième grande cible client qui est la nôtre, c'est les copropriétés. Les copropriétés, principalement via leur syndic, représentant donc des copropriétaires. On a analysé le patrimoine d'un syndic à Lyon, qui s'appelle la Régie Franchet, où on a, sur leurs 193 immeubles, 36 sont favorables immédiatement à la surélévation. Et sur ces 36, c'est un immeuble comme celui-ci. C'est encore une fois peut-être un peu caricatural, mais c'est vraiment pour marteler le sujet. On a l'occasion, dans ce projet-là, de créer 20 logements locatifs nouveaux, de créer 1000 mètres carrés. Le process est assez simple, c'est-à-dire qu'Upfactor aide la copropriété à développer son projet, à l'identifier. On agit en tant que tiers de confiance, c'est-à-dire que nous ne sommes pas promoteurs, on est là juste pour aider les gens à développer leur projet, à déposer un permis de construire, et ensuite à vendre le lot transitoire de copropriété avec le permis de construire, purgé de tout recours. Et de faire un appel d'offres promoteur de façon à maximiser le gain pour les copropriétaires. Cette démarche, elle a un but, bien sûr, c'est celui de la rénovation énergétique. Cette copropriété a une étiquette F, a un besoin de changer d'énergie, a un besoin de valoriser, en tout cas d'isoler, de changer ses fenêtres. L'enjeu de ce projet, c'est 750 000 € de rentrée d'argent suite à la réalisation de ce projet. Donc l'offre qu'on propose, voilà, on va dire, c'est une démarche un peu globale qui va, on va dire, du scan de patrimoine, d'études réglementaires et approfondies, et ensuite d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour aider justement nos clients à porter ces projets ambitieux et complexes. Alors, notre outil informatique qui marche de manière assez simple, c'est un système d'information géographique 3D qui, en agglomérant l'ensemble des emprises bâties et des cadastres, nous permet de choisir les parcelles qui nous intéressent et, à la suite de ça, de faire apparaître la morphologie 3D des bâtiments, notamment la forme des toitures et leur hauteur, les hauteurs de façade, hauteurs de faîtage, mais y compris les hauteurs de cheminée et de tous les éléments qui sont caractéristiques des toits. À partir de là, on calcule les largeurs de rue et on applique automatiquement les règles du PLU. Cette démarche aujourd'hui, elle nous permet de faire de l'analyse par adresse unique, mais aussi par liste d'adresses, c'est-à-dire que avec un simple fichier Excel, on est capable de faire tourner notre service de manière automatique, ce qui nous permet ensuite de nous consacrer, on va dire, sur les études des potentiels de nos clients,
en essayant d'être le plus pertinent possible. Ce système d'information géographique aujourd'hui marche sur la ville de Paris, 6 communes Île-de-France, on est en train d'agglomérer la région Île-de-France, et toute la métropole du Grand Lyon. Pourquoi une si petite couverture géographique à ce jour? Tout simplement parce qu'on s'appuie sur les données qui sont en open data mis à disposition par les métropoles et que petit à petit, on est en train de développer on va dire, nos activités. On a récemment été appelé par la ville de Nantes, notamment par son bailleur social Nantes Métropole Habitat, mais aussi par la ville de Rennes qui est très intéressée par le sujet et d'un point de vue beaucoup plus copropriété. Voilà, ensuite, une fois qu'on a détecté ces potentiels, on fait des analyses réglementaires comme tous mes collègues et confrères architectes le font. L'enjeu d'une surélévation, ou par exemple comme celle-ci, où on a 5 niveaux potentiels, c'est que, issu la descente de charge, finalement le bâtiment n'est en capacité de porter que 2 niveaux. Et donc ça, il faut être capable de le faire très en amont, de façon à pouvoir dire à notre client, non, c'est pas la peine de rêver que vous avez 5 étages, alors qu'il n'y en a que 2 qui sont réellement possibles et surtout économiquement viables dans votre montage immobilier. Voilà. Donc c'est vraiment là tout l'enjeu de l'offre intégrée et de l'offre bout en bout qu'on porte via UpFactor. Grâce à cette démarche, aujourd'hui, on a traité plus de 900 adresses, on va dire, sur les 12 derniers mois, et on a déjà engagé 18 projets qui sont en cours de réalisation. Il faudrait éteindre le son, s'il vous plaît. Hop, on va relancer. Non, raté. On va recommencer. En fait, on est allé voir ce qui se passait. Si vous pouvez éteindre le son, merci. On est allé voir ce qui se passait à l'étranger, et notamment à Barcelone, où en fait une entreprise qui s'appelle la Casa por el Tejado, et aussi sa filiale française qui s'appelle Duckbill France, qui est un de nos partenaires, travaille sur ce monde de la surélévation en apportant un savoir-faire complémentaire qui est celui de la construction modulaire hors site. La construction hors site, c'est le sujet qui, je pense, peut vraiment faire accélérer on va dire, l'adhésion de la surélévation, notamment par les copropriétés, et notamment en milieu occupé. Il faut savoir que ces gens-là, ils ont une capacité de construire, par exemple, 450 mètres carrés en 2 jours. Et ça, c'est une démarche vraiment très intéressante qui déporte, on va dire, une grande partie du chantier en atelier et qui dit surtout, on est capable d'améliorer la qualité de nos bâtiments parce qu'on a un contrôle en amont très important. L'ensemble des prestations sont terminées, c'est-à-dire que les salles de bain, les carrelages, juste les finitions peinture, on va dire, et certaines liaisons sont à faire sur site. Ça permet vraiment d'envisager sous un jour un peu nouveau la complexité que pourrait être une surélévation en milieu occupé. Voilà. Aujourd'hui, via MECD et les filières professionnelles, les entreprises françaises se mettent vraiment sur ce sujet et plusieurs d'entre elles sont vraiment déjà en train de proposer des solutions techniques très intéressantes, à la fois en matériaux biosourcés, via le bois bien sûr, avec on va dire sous l'égide de la FCBA, mais également en ossature métallique et avec des structurations mixtes, où on est capable de proposer des systèmes similaires à celui-ci. L'enjeu, c'est Rambla de Catalunya, cet endroit. C'est-à-dire que c'est un endroit extrêmement complexe. C'est les Champs-Élysées de Barcelone. Avec une grue mobile, on est capable d'apporter, voilà, en 2 jours, de quoi réaliser ces 2 étages supplémentaires. On a essayé forcément de s'intéresser à ça et de voir comment, à Paris, on pourrait être capable de lancer des projets de cette envergure. Le premier sujet qui nous est arrivé en fin d'année dernière, c'est un sujet de surélévation d'un bâtiment avec une continuité commerciale qu'on ne pouvait pas rompre. Et donc, l'idée, ça a été de proposer aux promoteurs un système constructif où on puisse... on va y arriver. Où on puisse réaliser 4 étages en surélévation avec 3 jours de montage. L'enjeu, ça a été de dire en amont, il nous faut environ 24 semaines pour produire les modules. Il nous faut environ 1 mois et demi pour réaliser le ceinturage et la structure de répartition sur la dalle. Alors, on a une chance, c'est que sur ce projet-là, on a un bâtiment qui est extrêmement bien construit. Mais malgré tout, c'est proposer une combinaison, proposer une façon de faire qui soit disruptive sur la réalisation de ces projets.
et surtout en maintenant les activités existantes. Et ça, ce qui est intéressant également, c'est que ça s'intègre, on va dire, dans un contexte parisien avec une forme de parcelle particulière. Et c'est vraiment ça l'enjeu, c'était de dire on ne travaille pas uniquement dans des configurations qui sont idéales, on est aussi capable de s'adapter à des configurations complexes, à proximité du métro. Voilà. Donc ça, c'est un projet qui est en cours d'étude par le promoteur et que nous espérons voir aboutir très prochainement. Je pense avoir fait le tour de ma présentation. Voilà, merci. Oui, oui. J'avais juste une question sur l'open data. Ça fait quand même pas mal d'années qu'on en parle. On en est où? J'ai l'impression que c'est encore... Enfin, vous n'avez que 2-3 villes, c'est ça pour l'instant? Non, alors, bon, après, je vous cache pas, donc nous, on est une start-up quand même, donc on a peu de personnes, même si c'est une transformation globale via notre activité, on va dire, initiale d'architecte. Aujourd'hui, on a une équipe de développement qui regroupe 5 personnes, dont une personne est spécialisée dans l'intégration justement des données open. Beaucoup de villes sont en train de mettre à disposition les données. Les mettre à disposition, ça ne veut pas dire que ces données-là sont exploitables. C'est-à-dire que ça demande un temps de traitement et surtout un temps d'interprétation qui est extrêmement long. Et donc on travaille notamment, là ça a été l'enjeu de nos récents échanges par exemple avec la ville de Rennes, qui est très en avance d'ailleurs sur le sujet open data. C'est dire quel type d'informations vous êtes capable de nous donner qui pourrait nous permettre d'aller plus vite dans l'intégration et dans la réalisation d'un outil opérationnel. C'est vraiment ça l'idée. Voilà. Et à l'inverse, une ville comme Lyon nous a ouvert les portes un peu, le Grand Lyon nous a ouvert les portes en disant vous êtes les premiers à avoir téléchargé dans leur intégralité le jeu de données des hauteurs de bâtiments. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est aussi une espèce de petite ambivalence, quoi. Voilà. Merci.